Allô, allô, c'est Karine du blog et du compte Instagram Mon Coin Lecture et aujourd'hui, dans un nouveau décor, je vais vous faire mon bilan lecture du mois de juin. D'abord, je vais m'excuser un peu pour le son, pour l'éclairage. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux savent que mon mois de juin a été mouvementé. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je vais vous expliquer, c'est-à-dire que le 13 juin dernier, la fissure que j'avais remarquée sur mon terrain en avril a lâché et il y a eu un gros glissement de terrain chez moi et chez mes voisins. Depuis ce moment-là, j'ai pu retourner 30 minutes chez moi rechercher des choses. Je l'ai su 15 minutes d'avance, j'étais complètement paniquée. Si vous aviez vu ça, là, c'était n'importe quoi. Une poule pas de tête. Bref, mes spotlights, mon micro sont dans la maison. De même que la plupart de mes livres d'ailleurs. Mais j'ai un petit mini espoir de pouvoir y retourner. En fait, si ça bouge pas, d'ici 3 semaines, je devrais peut-être avoir une autre demi-heure pour vider la maison avant qu'ils la démolissent. Bref, ma vie change un peu en ce beau mois de juin. Alors, je vais essayer de vous faire une vidéo qui se tient aujourd'hui, mais j'ai des petits problèmes d'attention, fait que si je suis un peu logoréique ou si je pars dans tous les sens, pardonnez-moi s'il vous plaît. Ah oui, faut pas oublier, un pouce, c'est apprécié parce que dans ma dernière vidéo, j'ai eu plus de commentaires que de pouces en haut. C'est un peu mauvais signe. La première partie de juin, j'ai vraiment beaucoup lu. Mais bizarrement, après le 13, très peu, il y a eu 2 facteurs en fait. Le glissement de terrain et la lecture d'Anima. Tout ça, c'est arrivé en même temps, puis après Anima, j'étais déboussolée, en totale panne. Je venais de lire quelque chose de tellement grand que je savais plus où me garrocher. Et depuis, mes lectures ont été quand même assez moyennes. Donc, allons-y gaiement. Ah oui, ceux qui veulent savoir, je suis chez mes parents. C'est chez mes parents, c'est ici. Et là, mes parents sont pas là. Alors, j'en profite pour filmer. Mon mois de juin, il a commencé et il s'est terminé avec la même lecture. J'ai commencé juin avec la bande dessinée des Dames de Kimoto et je l'ai terminé avec le roman du même nom. J'aurais dû faire le contraire parce que la BD, elle était hyper belle. Les dessins sont magnifiques. Mais quand on lit seulement la bande dessinée, il manque quelque chose, il manque de profondeur. Vous savez, les romans japonais, on a souvent une sensation de lenteur, d'un fleuve qui coule doucement. C'est assez contemplatif. Dans la BD, on a ça, mais on n'a pas les pensées des personnages. Du moins, il en manque. Alors, la bande dessinée avant le roman, il manquait de profondeur. Par contre, quand j'ai lu le roman, j'avais zéro attention. Fait que le fait que je connaissais l'histoire, ça aidait, mettons. Là, j'ai retrouvé cet aspect contemplatif, la beauté de l'écriture, la poésie des paysages qui nous sont décrits, le fleuve qui je veux aller au Japon maintenant. Tout ça, c'est extraordinairement beau. Mais je vous ai pas dit de quoi ça parlait, hein? Je vous l'avais dit que j'étais un peu désorganisée dans ma tête. Donc, dans ce roman-là, c'est un roman qui a été écrit il y a quand même plusieurs années. Il y a des endroits où c'est écrit 1980, d'autres 1961. Bref, c'est dans ce coin-là. Et ça suit 3 générations de femmes de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 60 à peu près. Le roman, il commence avec le mariage de Anna. Anna qui est une jeune femme japonaise parfaite selon l'ancienne génération. Elle a une bonne éducation, elle est belle, elle connaît les traditions, les coutumes, elle les respecte et elle avait une super belle relation avec sa grand-mère, Toyono. Dans la première partie du livre, on va la suivre alors qu'elle se marie, alors que dans sa tête, elle est une femme moderne parce qu'elle est intelligente, elle a des idées, mais elle est là pour supporter son mari et c'est ça son rôle dans sa tête. Elle est parfaitement satisfaite de son sort. Arrive la génération suivante où on a sa fille Fumio qui est très différente de sa mère. Elle est féministe, elle est progressiste, elle veut que les femmes aient leur propre place dans le monde. Jusque-là, on est d'accord, on s'entend. Mais ce qui est intéressant, c'est le clash entre la fille et sa mère. Ce roman-là me revirait le cerveau de bord. J'étais d'accord avec les idées de Fumio, mais son agressivité, des fois la violence de ses propos envers sa mère, j'étais comme... J'avais le goût de prendre pour l'autre, mais j'étais comme pas d'accord. Et à la fin de tout ça, on a la petite fille de Anna, donc la fille de Fumio, qui est un peu prise entre les deux, qui voit la beauté d'une génération, la beauté de l'autre et qui sait pas trop où se placer. Donc, le conflit des générations, la différence, le rejet des valeurs parentales, on les voit. C'est super bien écrit. Je vous ai pas dit c'est de qui, hein? C'est normal, c'est parce que j'ai oublié. Je vais l'écrire. Vous allez le voir sur le titre du livre, de toute façon. Ouais. Pourquoi je fais ça? Ça va être correct. Donc, la BD représente tout ça et le livre le complète bien. Mais sérieux, lisez le livre avant, c'est mieux. Deuxième lecture, j'ai lu 4 tomes des Carnets de l'apothicaire. C'est un manga, c'est de Itsuni Nanao et de Nekokurage.
Excusez mon accent japonais. C'est une... C'est un... Vous l'avez pas vu là, mais j'ai gossé 10 minutes pour le remettre puis ça marche pas. Il va rester là. Je disais donc que ce manga est tiré d'un roman que je n'ai pas lu et ça raconte l'histoire d'une jeune adulte, qu'on voit ici, qui habitait le quartier des plaisirs et qui se retrouve contre son gré un peu dans un harem. Puis notre héroïne, elle s'appelle Mao Mao et elle a été élevée par l'apothicaire du quartier des plaisirs. Donc elle a vraiment beaucoup de connaissances en apothicaterie. Vous avez compris. Elle va être enlevée et vendue au palais impérial comme servante. Par contre, ça va pas être un long fleuve tranquille parce que y a des bébés qui vont mourir, le bébé des concubines vont mourir et elle va essayer de trouver qu'est-ce qui s'est passé avec ses connaissances. Alors, ça a une ambiance de cité interdite en Chine, même si c'est japonais, c'est incroyable. Et moi, je l'ai visité la cité interdite, alors cet aspect-là, ça m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé le personnage de Mao Mao qui se laisse pas marcher sur les pieds, mais qui sait pas trop sur quel pied danser non plus. On rencontre beaucoup de concubines, on voit l'évolution du personnage et aussi, il y a un étrange homme, serait-il un eunuque, qui est là et qui semble avoir une place très très élevée auprès de l'empereur. Et il la trouve pas pire pantoute en fait, Mao Mao, mais elle, non, pas vraiment, elle l'aime pas. Voilà, j'ai lu 4 tomes, j'en ai lu juste 4 parce que j'avais pas le tome 5 à ce moment-là, mais là je le lis, fait que je vais lire bientôt. Est-ce que dans mon rambling, j'ai dit que j'avais aimé ça? Je sais plus, mais en fait, j'ai aimé ça, j'ai vraiment aimé ça, je vais lire tous les tomes. Les dessins sont hot, les personnages sont cool et j'adore l'ambiance. Vous parlez d'une book review. Prochain roman, j'ai lu Kim Ji-yoon, né en 1982, de Cho Nam-joo. Vous allez voir, il y a beaucoup de romans asiatiques, hein? C'est normal, c'est parce que je participe au challenge Lisons l'Asie qui est organisé par Eva et il y avait entre autres un des sous-challenges où il y avait 8 pays puis il fallait lire un roman par pays. Ben c'est ça que j'ai fait en juin parce que je suis psychorigide. Voilà. Donc c'était mon roman pour la Corée du Sud. Dans ce roman-là, on va suivre Kim Ji-yoon qui est née en 1982. Ça veut dire qu'elle est plus jeune que moi, et qui vit sa vie de jeune femme. Dans sa famille, il y a ses parents, ses 2 sœurs et le petit frère. Ceux qui ont lu le roman comprennent pourquoi je le dis comme ça. Parce que il a rien fait de mal, le petit frère, là, mais il est tellement mis sur un piédestal, de petit frère, qu'il vient nous taper sur le système. C'est un roman sur la condition de la femme en Corée du Sud, ce qui montre que, encore maintenant, ce n'est pas gagné. Ici non plus, là, mais là-bas, c'est encore pire. Donc, le roman commence où on a Kim Ji-yoon qui semble péter un plomb, en fait. Elle se met à parler avec les voix de plusieurs des femmes de son entourage. Son mari se dit « Mais qu'est-ce qui se passe avec Kim Ji-yoon? Elle n'est pas comme ça d'habitude. » Et ça va être l'occasion de retourner dans le passé et on va nous raconter son enfance, son entrée sur le marché du travail, son école aussi. Et on va voir comment elle en est arrivée à craquer comme ça. J'ai beaucoup aimé ça, moi ça a été une prise de conscience, non seulement sur la situation des femmes en Corée, mais aussi sur la situation des gens en général. La classe moyenne en Corée, là, ça a tellement l'air compliqué. Le travail, ils ont l'air à travailler, puis ils n'ont jamais assez d'argent pour rien. Il n'y a pas de sécurité d'emploi. Ça a l'air vraiment pas facile tous les jours. Moi, je savais pas. Quand je pense Corée du Sud, je pense K-pop, je pense K-dramas, je pense pas à ça. Et ça a été quand même une petite révélation. Je comprends pourquoi ça a fait un buzz comme ça. Moi, mon bémol, par rapport à ce roman-là, vient d'un manque d'explication. Quand l'héroïne elle pète les plombs au début, c'est hyper intéressant. Mais on comprend pas tant pourquoi elle le fait. J'aurais aimé que cette partie-là soit mieux expliquée. Ceci dit, ça se lit tout seul, c'est hyper facile à lire, c'est hyper court, mais il m'a manqué un petit quelque chose pour dire « Ah oui, vraiment, c'est le roman ». La partie sur la dégradation de la santé mentale, j'aurais aimé en savoir plus, en voir plus. Donc voilà. Maintenant, je vais vous parler du roman La fin du chant de Galsan Chinag. Et ce roman-là, je l'ai pris pour un roman d'un auteur qui vient de Mongolie. J'avais jamais lu d'auteur mongol et il s'adonnait que j'avais encore celui-là. C'était au début du mois, j'avais encore ma pile à lire. C'est cool quand même, ma pile à lire est devenue à 0. Ça veut dire que je peux acheter tous les livres que je veux. Ce roman-là, c'est l'histoire de la fin d'un monde, en fait. Nous sommes avec les tribus nomades de la Mongolie. Nous sommes dans l'Altaï et nous allons suivre une famille nomade, une famille un peu particulière composée d'un père et de ses enfants, vu que la mère est décédée plusieurs années avant.
Elle habite seule, elle n'est pas avec d'autres personnes et le roman va s'ouvrir sur une scène qui est assez marquante, c'est-à-dire une jeune fille qui chante pour essayer de convaincre une jument dont le poulain est mort de nourrir un autre poulain qui lui est vivant. Et ça, c'est le fameux chant. On va suivre cette jeune fille-là qui va grandir et qui va assister un peu à la fin de ces traditions-là, de ce mode de vie, alors que tout le monde va se diriger vers les villes, alors que l'urbanisation va arriver. On a également une femme qui arrive, qui a déjà été dans la vie du père des enfants et qui va installer sa yourte pas tellement loin. Et on va voir les interactions entre ces personnages-là. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Encore une fois, on a une ambiance qui est contemplative. La nature semble extraordinaire. Moi, en lisant ce roman-là, je m'imaginais au pied des montagnes immenses. Je trouvais ça tellement beau dans ma tête. Ouais, je suis capable de me faire des histoires de même. Lire sur les traditions de ces peuples-là, les voir disparaître peu à peu, c'est extrêmement triste. Il y a certaines scènes qui sont très, très, très violentes, par contre. Et je dois vous avouer là, que par contre, leur mode de vie nomade, là, moi, je mourrais là. Je mourrais là. Ça n'a pas d'allure. Parce qu'ils ont des troupeaux, mais ils vivent de ce que la nature leur donne. Il n'y a rien qui doit être pris pour acquis. Il y a une fin qui est douce amère parce que c'est la fin d'une époque, c'est la fin d'un temps. Mais j'ai adoré ce roman-là et je veux lire autre chose de l'auteur. J'ai beaucoup aimé la plume, mais c'est pas un truc où il y a beaucoup d'action par contre, là. En fait, ça sonnait comme un conte. Ouais, vous savez, un genre de récit qui pourrait avoir lieu n'importe où, dans n'importe quel temps. On est comme hors du monde, hors du temps. Ouais, un conte. On va se transporter maintenant en Afghanistan avec La Aubrey et les étoiles de Nadia Hachemi. J'avais déjà lu un autre roman de l'autrice qui s'appelle... Il doit s'appeler quelque chose. Comment il s'appelle? Je m'énerve. Ah, La perle et la coquille. C'est ça que j'ai lu de l'autrice. J'avais adoré La perle et la coquille. J'ai beaucoup aimé ce récit-là aussi, mais j'ai une petite préférence pour La perle et la coquille. Dans ce roman, nous sommes en 1978 à Kaboul et notre jeune héroïne Sitara, c'est une enfant et sa famille est très très proche de la famille du président. Si vous connaissez un peu l'histoire de l'Afghanistan, 1978, c'est quand même une date qui est connue parce qu'il y a eu une révolution et il y a plein de gens qui ont été tués, dont toute la famille de Sitara, vu que son papa était un proche conseiller. La famille est fictive, là, elle n'existe pas. On va donc suivre cette jeune fille qui va essayer de se sauver, qui va passer par toutes sortes d'étapes pour sortir du pays parce qu'elle reste en danger. On a aussi une autre époque qui est alternée et cette époque-là, c'est plus de nos jours. Notre jeune Sitara est maintenant médecin et elle décide d'en savoir plus sur son passé et peut-être de retourner à Kaboul pour essayer de faire la paix avec ce qui est arrivé cette journée-là. C'est un roman que j'ai beaucoup apprécié. J'ai adoré le début, la partie où elle est enfant. J'ai eu un petit down au milieu et finalement la fin, j'ai trouvé ça super beau quand elle se retrouve face à son pays qui est détruit. Un pays qui était plein d'odeurs, plein de goûts, plein de beaux souvenirs. Et là quand elle revient, c'est plus la même chose du tout. J'ai trouvé ça déchirant. On en apprend un peu sur l'histoire, c'est pas didactique, donc je conseille. Mon problème, moi, avec ce roman-là, c'est tellement niaiseux. Je suis over-hypocondriaque dans la vie. Moi, là, je suis une miraculée. Vous le savez pas, là, le nombre de cancers, de maladies dégénératives que j'ai eu depuis que j'étais enfant, là, vous le savez pas. Et dans ce roman-là, imaginez-vous que Sitara, elle est oncologue et elle décrit les symptômes de ses patients. J'ai eu 9 cancers. Ça m'a perturbée. Maintenant, un roman que j'ai adoré, qui s'appelle Un bref instant de splendeur de Ocean Vuong. Ça, c'est un roman qui passe ou qui casse. Moi, ça a passé là. J'ai tellement aimé ça. C'est un roman qui est poétique, imagé, qui est déstructuré. On se balade à travers les époques. Le récit va prendre la forme d'une longue lettre à une mère. C'est un jeune homme qui lui écrit et il sait que la lettre, elle ne la lira jamais parce que sa mère, elle ne sait pas lire. Notre narrateur, qui est appelé Little Dog, il est né à Saigon, mais il a émigré aux États-Unis quand il avait 2 ans. Et dans le roman, il va se rappeler de quelques parties de son histoire et nous les raconter.
Ça parle de déracinement, ça parle de traumatisme intergénérationnel, ça parle du fait d'être queer à Hartford, ça parle du fait d'avoir de la difficulté à se faire sa place, de la difficulté à savoir qui on est quand on vient de un peu partout. Ça parle de la dureté de la vie des immigrants, mais ça parle aussi de ces intenses et brefs moments de splendeur, même dans la pauvreté, même dans la drogue, même dans les trailer parks. J'ai trouvé ça magnifique, magnifique, magnifique. Il y a une scène qui fait sourciller beaucoup de gens. Moi, ça m'a pas tant dérangé que ça. Mais il y a une scène qu'il y a du monde qui aime pas, qui trouve ça un petit peu pas trippant. Mais moi, c'est pas quelque chose que j'aurais remarqué, là. J'ai juste trop aimé ce roman-là. On a notre narrateur adulte qui jette un regard plein de bienveillance et de nostalgie sur l'adolescent qu'il a été. J'ai tellement trouvé ça beau. C'est le genre de roman qui me plaît énormément. Prochaine lecture, Une soupe à la grenade de Marsha Meran. Quand je l'ai lu, j'avais vraiment envie de lire un truc un peu feel-good. C'est pour ça que je suis allée vers ce roman-là avec cette couverture que j'aimais vraiment beaucoup. Et en plus, j'avais envie de manger de la bouffe épicée. Puis je veux dire, pour ça, là, le roman, il fait la job. Hein? On a le goût de bouffer tout ce dont il parle. C'est pas mêlant. Par contre, de tout mon mois de juin, je dirais que c'est le roman que j'ai le moins aimé. J'ai pas eu ça, là, mais j'ai pas tripé non plus. Il y a plein de monde qui ont adoré. Moi, j'ai trouvé ça trop in your face. Trop d'adjectifs aussi, trop d'adverbes, ça m'énerve dans ce temps-là. Mais bon, je vais quand même vous dire de quoi ça parle. Donc, c'est l'histoire de trois sœurs qui arrivent dans un petit village en Irlande après avoir fui l'Iran pour plusieurs raisons. Et ils vont ouvrir un restaurant avec de la cuisine persane, de la cuisine iranienne. Ils seront pas super bien accueillis par tout le monde, on va dire. Oui, ça a été écrit en 1986, mais les réflexions des gens, là, ils sont hyper racistes. Bien entendu, c'est dénoncé, là, mais je trouvais que c'était tellement forcé. Les méchants étaient tellement pas fins. Ça me dérange quand il manque de zone de gris. Mais il faut peut-être que je tienne compte que ça a été écrit quand même il y a longtemps. En résumé, le roman m'a donné faim. J'ai trouvé que les backstories des personnages des trois sœurs étaient intéressantes. J'ai aimé le voyage un peu passé-présent. Mais en gros, c'est pas un roman qui va me marquer. J'ai d'ailleurs de la difficulté à en parler, j'ai de la difficulté à en dire quelque chose. C'est ouais, mais bon. Quelle clarté. Ensuite, je suis passée à Compartiment pour dames de Anita Nair. Ce roman-là était dans ma pile à lire depuis 2007. Parce que quand je suis arrivée sur la blogosphère, il y avait quelque chose qui s'appelait le Club de lecture des blogueuses et c'était un des romans qui a fait l'objet de ce club de lecture-là. Moi, je l'avais acheté, toute nouvelle blogueuse enthousiaste que j'étais, et savez-vous quoi? Je ne l'avais pas lu. Étonnant. J'ai donc profité du Lisons l'Asie pour enfin le sortir de ma pile. 15 ans plus tard. Et là, je vous le dis, là, je me rappellerai pas des prénoms. C'est clair que je me rappellerai pas des prénoms. Le seul prénom dont je me rappelle, c'est le personnage principal qui s'appelle Akila. Akila, c'est une femme dans la quarantaine, c'est une femme qui travaille, qui n'est pas mariée et qui n'a pas d'enfant. Elle vit en Inde et à ce moment-là, dans sa caste, c'est vraiment pas bien vu d'être pas mariée et de ne pas avoir d'enfant. Pour eux, c'est comme si elle était une sous-humaine. Elle s'est toujours dévouée pour sa famille et un jour, elle décide de partir en train vers le bord de mer avec en tête la question « Est-ce que je peux être une femme et être épanouie sans être mariée? » Elle se retrouve dans un fameux compartiment pour dames et c'est là où elle va rencontrer 5 autres femmes et chacune va raconter son histoire. J'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai adoré ce reflet de la culture indienne de l'Inde et chaque personnage avait quelque chose à apporter, mais chaque personnage était normal. C'était des femmes normales qui avaient vécu des choses, mais c'était pas comme par hasard 6 femmes avec un gros méga drame. C'était la normalité pour des femmes en Inde à cette époque-là et ça fait peur. Parce qu'encore une fois, l'égalité homme-femme et l'indépendance des femmes, ce n'est pas gagné. Surtout qu'on est avec une famille qui est très conservatrice, c'était des brahmanes, la famille de Akila. On se retrouve là-dedans. Et tout au long, on va avoir les discussions et les réflexions de notre personnage principal. Ça parle encore de féminisme. Hein? J'ai beaucoup de romans qui parlent de féminisme dans ce truc. Surtout de conditions de la femme qui pourraient être améliorées. Ceci dit, j'ai un bémol avec la finale. J'ai trouvé que dans la fin du roman, le personnage agit d'une façon qui est très très loin de ce qu'elle était avant. Oui, je comprends où on s'en va avec ça, mais quand même, c'est un grand écart. Mais j'ai bien aimé ça. Il me reste 2 romans pour Lisons l'Asie à vous parler aujourd'hui.
Je vais commencer par 10 minutes et 38 secondes dans ce monde étrange de Elif Shafak. C'est une autrice que j'avais déjà lue également. J'avais lu La bâtarde d'Istanbul. J'avais adoré La bâtarde d'Istanbul. Ça parlait du génocide arménien. C'était bien, sérieusement. Dans ce roman-ci, on est toujours en Turquie. On va commencer dans une petite ville et on va se ramasser à Istanbul également. 10 minutes 38 secondes, ce serait le temps que ça prendrait à l'âme pour s'échapper du corps, après que le cœur se soit arrêté. On est donc avec notre personnage principal qui est une prostituée et qui s'est fait tuer. Elle est dans une benne à ordures et pendant ces 10 minutes et 38 secondes, elle va revivre des moments importants de sa vie. On va revoir son enfance, on va voir sa rencontre avec ceux qui vont devenir sa famille et on va comprendre comment elle en est arrivée là également. J'ai adoré la première partie du roman. Encore une fois, la condition de la femme, c'est pas gagné. La jeune fille, elle va refuser un mariage arrangé, elle va se sauver, sa famille va la renier et elle va se ramasser dans une maison close, très légale d'Istanbul. Il va y arriver toutes sortes de choses. Mais c'est surtout la rencontre avec une certaine personne et ses amis qui vont marquer sa vie à jamais. Donc avec elle, on va revivre ces moments-là pendant toute une partie du roman. Et dans la seconde partie du roman, on va suivre la fameuse famille choisie. Et cette deuxième partie-là, j'ai trouvé ça un peu trop burlesque. En fait, je trouvais que ça clashait avec le début. Et là, ça va devenir du grand n'importe quoi, un peu burlesque, mais ça va nous permettre de les connaître davantage. Ces amis-là, qui sont des exclus, qui ont tous des particularités et qui vivent difficilement dans la société stambouliote. Ceci dit, j'ai broyé ma vie à la fin. C'est un roman que je recommande tout de même, mais il y a un clash au milieu, je vous le dis. Dernier roman de ce challenge, et quel roman, il m'a donné un choc épouvantable de lecture. J'ai rien été capable de lire après pendant une semaine. Certes, c'était après le 13 juin, donc après mon glissement de terrain, j'étais légèrement perturbée, mais quand même, il me semble qu'après ce roman-là, tous les autres romans semblent insignifiants. Je vous parle donc, vous l'aurez compris si vous me suivez un peu sur les réseaux sociaux, de Anima de Wajdi Mouawad, que j'ai lu en juin, avant de lecture commune qui a tant fait parler sur YouTube et sur Twitch. Wajdi Mouawad, c'est un auteur de théâtre au départ et je trouve que dans son roman, on retrouve ce côté théâtral, un peu cinématographique. Dès qu'on entre dans ce roman-là, on sent qu'il y a une chape de plomb sur nos épaules, une ambiance glauque. On a de l'extrême violence dans ça, je vous le jure, et pourtant j'ai été fascinée. C'est un roman qui est virtuose, c'est vraiment mon mot. C'est pas pour tout le monde, mais si c'est votre genre, vous allez triper votre vie. Donc, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Wash Debs. Il est né au Liban, mais habite à Montréal maintenant. Un jour, il rentre chez lui et il trouve sa femme sauvagement assassinée dans sa maison. Et c'est horrible. Et à partir de là, sa vie va prendre un tournant. On va vivre sa descente aux enfers. Ce qui est plus particulier encore, c'est que cette scène d'ouverture-là, elle est vue sous les yeux d'un chat. Et c'est ce chat qui nous raconte cette histoire. Donc, dans la structure narrative, chaque chapitre, on a un animal différent qui va nous raconter ce qu'il voit. On n'aura jamais accès aux pensées du personnage principal, juste des animaux. Et ça peut être toutes sortes d'animaux. On a une araignée, on a une marmotte, on a un singe, une corneille, des chats, des chiens. Et ce qui est le plus intéressant dans tout ça, c'est que chaque voix est distincte et que chaque animal garde quand même les caractéristiques de son animalité. Et à la fin, on va quand même se poser la question, qui est le plus cruel entre l'animal et l'homme? Parce que le personnage qui a tué sa femme, on sait rapidement c'est qui. La police sait un peu c'est qui aussi, mais il semblerait qu'il se soit réfugié à Kahnawake puis on peut rien faire. En fait, c'est un informateur de la police, c'est ça l'affaire. Et Wash Debs, il va partir à la recherche de cet homme-là. Ce qu'il veut, c'est le regarder en face pour être certain que ce n'est pas lui-même qui a tué sa femme. Pourquoi on va s'en rendre compte? Mais on va vraiment assister à l'effacement de l'esprit de l'homme pour devenir pratiquement un animal. L'écriture est extraordinaire, la narration est extraordinaire, il y a beaucoup de violence, notamment de la violence envers les animaux. S'il y a des gens qui sont pas capables, lisez pas ça. Toutefois, le fait que ça soit narré par des animaux, on dirait que des fois ça rend le truc plus naturel, vu que c'est pas toujours l'humain qui fait mal à l'animal, mais quand même, il y a des scènes qui sont extrêmement dures, notamment des scènes avec des chiens. Moi, pour qu'un chien me fasse pleurer, là, il faut que ce soit hard. C'est un roman qui marque l'atmosphère, ça marque l'écriture, c'est extraordinaire. Si c'est votre genre, lisez ça, il faut. Il faut. J'ai un bémol, deux en fait. Il y a certaines scènes, dont une scène de CUL, qui selon moi auraient pu être évitées. En fait, je suis juste pas sûre de ce qu'elle apporte à l'histoire. Et s'il y a des gens qui l'ont lu, dites-moi.
il n'y a pas une grosse coïncidence quand même. J'ai-tu manqué un truc? Y a-t-il un bout que j'ai manqué? Je peux pas vous dire c'est quoi, je vais tout vous spoiler, mais quand même, entre le début et la fin, c'est pas un peu bizarre que ça arrive à la même personne? Mais c'est pas grave, il faut le lire quand même. C'est un roman extraordinaire. Dans le non-asiatique, maintenant, j'ai lu une nouvelle et une bande dessinée. J'ai lu cette bande dessinée-là qui s'appelle La mer verticale. C'est une bande dessinée qui traite d'anxiété, de crise de panique et regardez cette couverture. Comment on peut pas vouloir lire cette bande dessinée-là? Elle est trop belle. On a donc India, notre personnage principal, qui fait des crises de panique. Elle est prof au primaire et les crises de panique, vraiment, ça handicape sa vie. Elle a essayé plein de trucs et on la voit entre autres avec un psychologue dans la bande dessinée. Elle a un amoureux qui l'aime, qu'elle aime, mais ils se comprennent pas toujours. C'est difficile à comprendre des fois pourquoi la vie devient soudainement si pesante, l'air si irrespirable pour India. Et ce que j'ai surtout aimé dans tout ça, c'est la façon que l'autrice a choisi d'illustrer les crises de panique dans la BD. En fait, ils sont en noir et blanc et l'atmosphère, c'est terriblement oppressant. Ça fait un beau contraste avec les scènes normales qui sont plutôt pastel. Que dire, que dire, que dire? C'est beau. Les images sont magnifiques. J'ai aimé le traitement de l'anxiété et de la panique. Je pense qu'il faut en parler. Moi, je fais de l'anxiété. J'ai fait des crises de panique. Donc, je trouve que ça représente bien. Par contre, mon bémol à moi, il est très personnel. Les solutions qu'elle rejette, ce sont celles qui ont fonctionné pour moi. Du coup, le fait de les voir rejetées comme ça, en disant ça marche pas, on dirait que ça m'atteint un peu. Mais ceci dit, elle le dit que c'est ce qui marche pour elle et qu'il n'y a personne de pareil, c'est dit dans tout ça. Aussi, les réactions de l'entourage. Sincèrement, quand on entend dire t'es gonflé de prendre tes pilules devant les gens, ouais, mais what the fuck? Excusez, j'ai dit fuck. Tu sais, comment les gens font pour savoir que c'est des anxiolytiques? Puis, c'est quoi le problème, en fait? Il est où le mal dans le fait de prendre des anxiolytiques? Et elle se fait traiter de tous les noms. Les parents de ses élèves n'envoient plus les élèves à l'école. Il n'y a personne qui comprend. Tout le monde, en tout cas. La réaction des proches, j'ai trouvé ça tellement exagéré que j'ai pas adhéré à cette partie-là. Donc, c'est pas pire, mais pour moi, avec mon expérience à moi, ce serait perfectible. Pour la nouvelle, maintenant, c'était Bienvenue Alison de J.D. Kurtness, qui est une autrice autochtone québécoise. C'est la maison d'édition Anorak qui m'avait envoyé la version numérique de cette nouvelle-là. C'est une autrice dont j'avais lu les nouvelles dans d'autres recueils et je savais que j'aimais sa plume. Celle-là, c'est une nouvelle de science-fiction qui nous amène à la fin de l'humanité pour cause de champignons. Rien de moins. C'est super pas long, je vous en dirai pas plus. J'ai aimé la plume, j'ai aimé le contexte, mais pour ce qu'elle avait à dire, là, j'aurais pris un roman. Il me semble que c'est allé beaucoup trop vite tout ça, j'ai pas pu m'attacher à personne, mais ça aurait tellement été hot d'un roman cette histoire-là. Ouais. Après tout ce blabla, j'ai enfin terminé mon bilan de juin. Juillet, parti comme c'est là, ça sera pas long, mais au pire, je ferai ceux-là de mai, puis d'avril, puis... En fait, j'ai besoin de m'occuper la tête. Je sais pas si ça paraît. Parce qu'autrement, je passe ma vie à faire des tableaux Excel pour savoir qu'est-ce que je vais sortir dans la maison, par qui, dans quel ordre, par quelle porte, le mettre dans quelle voiture, par code de priorité et de couleur. Sans commentaire. J'espère que je vous ai tenté avec certains de ces romans parce qu'il y avait des trucs vraiment bien là-dedans. Dites-moi s'il y a des choses qui vous intéressent dans les commentaires. Et sur ça, je vous dis à la prochaine et bye bye!